Merci Guy pour cette intéressante discussion sur base de la note à laquelle tu as plus que grandement contribué, puisque tu es un des principaux rédacteurs. Cette note sera disponible en ligne suite à cette session. Et évidemment, nous vous invitons tous à y jeter un coup d'œil, éventuellement à réagir par email ou lors de réunions spécifiques sur ces différentes questions en termes de promotion de l'agroécologie, des pratiques agroécologiques, des différentes barrières qui existent. Je vois plusieurs réactions dans le chat. Il y en a une qui est clairement formulée comme une question. Guy, ça vient de Caroline Brunic de France. Quelle est la place du low-tech dans low technology dans le cadre de l'innovation en agroécologie? Low-tech, si on parle d'innovation frugale, c'est-à-dire une innovation qui ne demande pas la mobilisation de ressources extérieures importantes, hein, financières ou mobilisation d'intrants qui viennent de l'extérieur, oui, bien sûr, tout ce qui est low-tech fait partie, innovation frugale, l'innovation sociale fait partie de l'agroécologie et doit être promue. Ce que l'on dit, c'est que l'innovation, ben, elle doit être adaptée localement en fonction de chaque contexte. On n'a pas de solution clé en main. Elles doivent être discutées avec les acteurs locaux. L'objet du débat là, de mon intervention, c'est de montrer que l'innovation high-tech n'était pas non plus incompatible avec l'agroécologie, parce que c'est objet de débat en disant agroécologie égale forcément low-tech. Et nous, on dit agroécologie inclut le low-tech, mais peut aussi inclure du high-tech comme des outils digitaux qui permettraient de développer les échanges entre agriculteurs, échanges d'expériences, gestion des savoirs, tel que l'a soulevé d'ailleurs DG Agri, qui est un point important. La gestion des savoirs en agroécologie et son partage est une question clé et des solutions high-tech peuvent apporter quelque chose. Merci Guy. Euh, Je vois aussi une série de commentaires, notamment encore de Jean-Pierre, pardon, de la délégation au Congo, à Kinshasa, notamment en termes de l'implication des communautés dans ces programmes de recherche participative, de recherche-action pour la promotion des pratiques de l'agroécologie. Et il ajoute un commentaire plus spécifique sur la réduction de l'utilisation des pesticides et la gestion intégrée des pestes, donc maladies et ravageurs. Est-ce que tu as une réflexion à ajouter, Guy, sur base de ce commentaire? Alors, peut-être, alors je ne sais pas si je vais y répondre directement, mais l'implication des communautés, des agriculteurs, des organisations de producteurs dans les actions d'agroécologie est cruciale. On ne peut pas produire des connaissances et développer, favoriser une transition des systèmes de production sans mobiliser ces acteurs. C'est vrai pour des questions de valeur, pour des questions d'inclusion, mais c'est aussi vrai parce que il n'y a pas de solution standard. Elles doivent être en agroécologie, les solutions doivent être adaptées à chaque contexte et il n'y a que les acteurs locaux qui sont capables de pouvoir travailler ce contexte. Alors, juste un exemple, peut-être, là, on est actuellement en train de définir et de financer un projet de recherche et innovation en agroécologie, mais piloté par les organisations de producteurs. Ce sont donc des expérimentations, des questionnements, des expérimentations, des analyses menées par les organisations de producteurs autour de l'agroécologie qui peuvent apporter des solutions adaptées localement. Il n'y a pas de monopole du savoir de la part de la recherche. Il peut y avoir d'autres acteurs tout à fait en position de mener des recherches pour produire des nouvelles connaissances à partir de méthodes qui sont adaptées, bien sûr, à leurs capacités, à leurs moyens, mais aussi aux objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Merci, Guy. Alors, il est déjà
1 heure ici à Bruxelles, mais on m'annonce que nous avons un petit rab de 15 minutes qui nous permettra de continuer un peu le débat. Donc, si vous avez des questions additionnelles ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vois qu'il est très actif pour le moment. Plusieurs commentaires ont été postés par Thomas Gbokye de la délégation au Libéria. Moi, je ne suis pas sûr. Notamment des commentaires sur cette question d'intensification durable de la production, le concept proposé de passer de gestion intégrée des pests, integrated pest management, à gestion intégrée des cultures, crop management, donc probablement une approche un peu plus globale. Et alors, il y a cette question, la capacité des petits producteurs de contribuer et d'assurer une sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de questionnements, de critiques probablement par rapport aux approches agroécologiques qui sont liées à ce qui a déjà été mentionné ce matin. Est-ce que l'agroécologie pourra nourrir ou assurer la sécurité alimentaire ou l'inverse, la question que Émile Frison retournait. Mais est-ce que les systèmes actuels ont cette capacité et à quel prix? Est-ce que tu as des commentaires supplémentaires, Guy? Sur la question de la gestion intégrée des pestes, je crois que la vision agroécologique, mais aussi les nature-based solutions vont dans le sens que pour gérer ces pestes qui sont de plus en plus fréquentes, hein, la fréquence d'apparition des pestes dans les pays est de plus en plus forte, on peut plus se contenter de dire une nouvelle peste, un nouveau produit, ce qui est certain, hein, et qu'il faut une gestion intégrée. Et un certain nombre de travaux en agroécologie montre qu'en gérant, en ayant une gestion des dynamiques des populations d'insectes, d'insectes et autres organismes vivants permet de mieux réguler la gestion de ces pestes. Et de ce fait, on a besoin de pas mal de recherches dans ce domaine pour mieux comprendre les dynamiques, mais aussi pour mieux identifier des solutions qui permettraient d'avoir une gestion qui soit plus en lien avec les dynamiques naturelles. Toutes les approches de One Health, considérant la question de santé animale, de santé des plantes, de santé humaine, vont dans ce sens-là, en disant que l'on doit pouvoir gérer les interactions, mais surtout qu'on doit avoir une gestion plus en phase avec les processus naturels pour pouvoir favoriser les interactions positives entre les micro-organismes et les organismes vivants et ainsi mieux gérer ces questions de peste, de peste. Et donc ça, je pense que c'est là aussi, c'est un appel à plus de recherche puisque beaucoup de recherches se sont centrés sur l'identification de produits chimiques ou maintenant de bio-intrants pour trouver des solutions. Et on doit pouvoir avoir des mécanismes beaucoup plus souples pour pouvoir gérer ce type d'apparition de problèmes au niveau des plantes, des animaux, mais aussi des humains. Sur la question de nutrition, je veux dire que on peut aussi montrer que dans les systèmes qui se spécialisent, les problèmes de nutrition peuvent être beaucoup plus aigus. Si on prend en Afrique de l'Ouest, qu'on a appelé le paradoxe de Sikasso, hein, Sikasso, la ville au Mali, c'est avec des systèmes qui se sont spécialisés sur le coton et le maïs, on a au final des indicateurs de nutrition en milieu rural beaucoup plus dégradés que que ceux que l'on observe en zone sahélienne, dans des zones qui sont pourtant moins propices d'un point de vue écologique à la nutrition. Et l'explication est autour de la simplification des systèmes, la réduction de la biodiversité cultivée par les agriculteurs, mais aussi pour des questions sociales, hein, la mobilisation notamment de la main-d'œuvre des femmes et des enfants dans les champs qui font que l'attention à une cuisine plus diversifiée et l'attention à la nutrition des enfants a été dégradée. Et du coup, les questions de nutrition, eh bien, malgré une zone considérée comme plus prospère, avec des revenus
plus importants par agriculteur a des résultats de nutrition plus dégradés que des zones considérées comme plus pauvres et en situation plus difficile.